Anti-sous-sol. Rendu en octobre, le hockey n'a pas encore commencé. La Ligue nationale se trouve en lockout. Aujourd'hui, à RDS, plus tôt ce matin, nous avons eu un débat sur les différentes motivations des groupes, c'est-à-dire les joueurs et la Ligue. Les joueurs ont déjà refusé une baisse de 57% à 49% des revenus. Nous avons débattu ce cas d'ambivalence et voilà les extraits marquants. Bonjour, bienvenue à l'Anti-sous-sol. Aujourd'hui, on va débattre le lockout de la LNH. Allons voir nos candidats. Bonjour, je suis Alex de Calgary et je suis pour le lockout. Je m'appelle Adrian de Montréal et je suis contre le lockout. Je m'appelle Olivier, je suis de Vancouver. Je suis contre le lockout. Eh bien, commençons le débat avec ma question. Devrait-on contrôler l'augmentation des salaires des athlètes professionnels de hockey sur le cas du lockout? Je pense qu'on devrait contrôler le salaire des athlètes. Le lockout éviterait la disparition de certaines franchises lorsqu'ils font faillite, car les équipes recevraient plus de revenus car ils devront payer moins à leurs athlètes. Ok, mais si une équipe fait pas assez de revenus et va faire faillite, il faut qu'elle fasse face à la réalité, puis qu'elle apporte aucun bien-être monétaire à la ligue. Elle n'apporte pas de revenus. Donc si elle fait faillite, dans un sens c'est bon, car on enlève les équipes qui sont considérées inutiles à l'économie de la ligue et on garde seulement les bonnes équipes. Ouais, on va avoir un hockey plus compétitif car les joueurs et les équipes vont être beaucoup plus bons. Mais moi je pense que le lockout permettra d'arriver à une entente, alors les équipes auront plus d'argent pour financer le développement de leurs athlètes, pour rendre le hockey dans la LNH de plus haut niveau. Donc plus d'argent, plus d'investissement dans les athlètes pour qu'ils soient meilleurs. Mais comme vous venez juste de le dire, c'est un débat pas juste avec les athlètes, mais les franchises. Ils ont une grosse partie à faire dans ce débat. Et donc, ça sert à rien d'arrêter tout le jeu, toute la ligue, et faire un lockout pour pouvoir discuter avec les franchises. On peut jouer et aussi la ligue pourrait discuter avec les franchises. Ok, mais je comprends votre situation, mais c'est quoi les conséquences que vous verrez si on fait un lockout ou si on fait pas de lockout? La conséquence grave liée au lockout va être la perte d'emploi indirect. Ouais, on va perdre plein d'emplois qui seraient liés au hockey, tels que le restaurant avant le match, les taxis après le match. Ça paralyse une grosse section de l'économie d'une ville, par exemple comme Montréal, qui est si axée sur le hockey les soirs. Il y a tellement de monde qui font d'argent le soir d'une partie de hockey, donc on perd tous ces revenus-là indirectement liés à la partie. C'est très vrai comme point, mais par contre, si on n'a pas de lockout, environ 10 équipes, selon les études, vont faire faillite. 10 équipes qui vont faire faillite est égal à 10 villes comme Montréal, mais peut-être moins axées sur le hockey, qui vont perdre des taxis, du monde qui vont aux arénas, des emplois qui vont être congédiés. En échange, c'est seulement une année ou même peut-être quelques mois où on ne joue pas de hockey. Eh bien, nous semblons être arrivés à un impasse. Nous avons une question avec nous de quelqu'un, un jeune homme de Rimouski, un fan. Il a une question pour vous, nos experts. Avec le lockout, croyez-vous qu'on va garder l'intérêt du hockey dans les régions comme la Floride? Ouais, pour répondre à la question de notre fan de Rimouski, c'est sûr que le lockout nuit beaucoup à cet aspect du hockey. Surtout que les fans ont une grosse importance dans la ligue car c'est eux qui apportent une grande partie du revenu, ils achètent les billets. Donc si tu arrêtes un sport qui est si fragile dans certaines régions des États-Unis, peut-être la plupart des personnes vont perdre intérêt et les années suivantes, on ne sait jamais, peut-être il va y avoir une grosse perte d'écoute envers ce sport. Donc ça peut être très nuisible pour les années qui sont à venir. J'avoue que cela fait bien du sens, mais la Floride est entre d'autres une de ces équipes qui a des problèmes financièrement à cause du salaire élevé de leurs athlètes. Donc sans ce lockout dont nous parlions depuis longtemps, je pense qu'il est très possible que cette équipe tombera en faillite. Et si elle tombe en faillite et l'équipe disparaît, ça serait un coup contre le hockey partout et contre la LNH. Parce que tous les fans de la Floride ne vont plus être capables de regarder le hockey à l'aréna. Ouais, la Floride n'est qu'un exemple. Avec des villes comme Toronto, les fans peuvent perdre d'intérêt et peuvent s'en aller vers des sports comme le baseball ou le football qui sont très populaires.
Ok, mais revenons aux aspects de l'emploi. C'est quand même quelque chose d'important. Puis ici à RDS, on a fait une petite présentation pour vous démontrer un des aspects. Oui, donc bonjour à nos candidats, merci Malek. Si nous regardons par exemple un joueur tel que Sidney Crosby ici à l'écran, il mesure 180 cm, pèse 200 livres et son nombre de points durant la saison 2011-2012 est de 66. Maintenant, si nous changeons de joueur, à Rich Peverly, il a une hauteur de 183 cm, un poids de 195 livres et a 32 points durant la saison 2011-2012. Donc, si nous le comparons avec Crosby, il a à peu près la même grandeur, le même poids et à peu près la moitié de ses points. Pourtant, si nous regardons leur salaire, Sidney Crosby se fait payer à peu près 7 fois plus que Rich Peverly. Nos experts, comment expliquez-vous ça? Mais moi, je pense pas que la problématique vit dans le salaire trop élevé des athlètes, mais plus le salaire comparé à quelqu'un de normal dans la société qui travaille 40 heures par semaine. Disons que quelqu'un gagne environ 50 000, mais le joueur de la LNH gagne environ, disons, 1 million et demi pour un des moins bons athlètes. Donc si on compare ça, c'est n'importe quoi la différence. Donc moi je pense qu'on devrait avoir une réduction générale des salaires pour que ça fait beaucoup plus de sens. Et là, tous les équipes vont pouvoir, il n'y aura aucun problème. Après un lockout, on verra une nouvelle époque du hockey. Ok, mais moi je pense que tu peux pas juste comparer un joueur de la Ligue nationale avec quelqu'un dans notre société de tous les jours parce qu'ils ont des conditions de vie complètement différentes. Quelqu'un qui doit voyager, pas voir sa famille, il y a des avantages mais aussi des immenses désavantages à leur emploi. Oui, ils se font payer beaucoup, mais ils ont peu de vie privée, ils ont beaucoup de médias qui les entourent. Donc je pense qu'il y a une raison pourquoi leurs salaires sont si élevés, c'est parce qu'ils vivent une vie assez tourmentée. Et moi je pense que la solution est plus de moins payer les joueurs extraordinaires. Garder une bonne moyenne des salaires, mais encore pour ça, le lockout n'est pas utile. Mais alors, je vois votre point. Mais ça ne veut pas dire qu'un lockout n'est pas nécessaire. Ce n'est pas juste un problème entre les franchises. C'est à l'association des joueurs de décider c'est quoi un bon joueur, un joueur extrême. Ils font tous le même travail, ça dépend juste du talent. Mais si, disons qu'un joueur extrême comme Sidney Crosby, qui gagne 7 millions, est-ce que son salaire devrait être le même que celui qui a beaucoup moins de talent, mais qui fait le même travail à 1,5 million? Ou devrait-il être le double? Ceci est pourquoi on devrait avoir un lockout, pour ces décisions de même. Eh bien, cela nous laisse avec un fin ouvert. Vous nous montrer deux points de vue très pertinents. Mais c'est tout le temps qu'on a ici à Anti-sous-sol. Et maintenant, c'est à vous, cher public à la maison, de répondre à ces quelques questions. Sommes-nous en mesure de payer les frais des joueurs de hockey malgré le fait que plusieurs groupes devront faire faillite? Et sommes-nous en mesure de continuer avec le lockout pour gagner les salaires des joueurs bas, malgré le fait que nous perdrons une saison complète de hockey?